Vous êtes sur RTL. Buonasera. Ils refont la France sur RTL. Buenos dias. Avec Amandine Bégaud. Bonsoir à tous et bienvenue dans Ils refont la France. Je suis ravie de vous retrouver comme tous les vendredis. Vous connaissez désormais le principe. On débriefe l'actualité de la semaine, votre actualité, avec les correspondants de la presse étrangère ici en France. Ils sont italiens, allemands, espagnols, britanniques, américains, brésiliens ou encore danois et ils vivent ici, chez nous. Ils nous donnent leur point de vue sur ce qu'il se passe ici. On jouera aussi au jeu des comparaisons. Comment ça se passe chez eux? Font-ils mieux ou moins bien? Ils nous livrent un autre regard, traquent nos petites manies et nous aident à mieux comprendre la France. Tout ça, bien sûr, avec le sourire. Avec nous ce soir, Juan José Dorado, buenas tardes a todos, periodista español. Torquella, good afternoon. ça c'est du danois. Alberto Toscano, giornalista italiano, buonasera a tutti. Martina Zimmermann, Deutsche, guten Abend. Bonsoir et merci à tous les quatre d'être là donc pour ce nouveau numéro d'Ils refont la France. Au programme de cette semaine, le rapport Sauvé sur les abus sexuels dans l'église. Vous nous direz si la France doit ou non servir d'exemple. Dans Ils refont la France, le débat autour des prix des carburants. Faut-il ou non baisser les taxes? On découvrira quel est le pays d'Europe où l'essence est la plus chère. Et puis on parlera aussi gastronomie. La France recule dans les classements mondiaux, normal ou pas. Reste-t-on malgré tout la capitale du monde en la matière? Je vous poserai la question. Comme chaque semaine, l'idée qu'on pourrait leur piquer, coup de projecteur sur une initiative à l'étranger qu'on pourrait ou pas d'ailleurs dupliquer ici en France. Cette semaine, une solution miracle contre les klaxons au volant. Voilà pour le programme. Ils refont la France, épisode 7, c'est parti. Jusqu'à 20h. Ils refont la France sur RTL. Et pour commencer donc ce rapport Sauvé. La cifra de la semana. Le chiffre de la semaine. 330 000, c'est notre chiffre de la semaine, le nombre de victimes d'abus sexuels commis au sein de l'Église de France. 330 000 victimes depuis 1950, ça fait 12 victimes en moyenne par jour, 12 depuis 70 ans, c'est colossal. Juan José, on en a, vous m'avez dit, beaucoup parlé en Espagne. Oui, on a beaucoup parlé en Espagne, du côté de la presse, essentiellement parce que l'Église espagnole, dirais-je, a regardé ailleurs. Vous savez, Pas de réaction. Pas de réaction de l'Église espagnole, mais c'est un classique. Quand on parle d'abus sexuels sur des mineurs en Espagne, l'Église va vous dire oui, mais c'est minime à l'intérieur de l'Église. Il y en a beaucoup plus dans la société, dans d'autres secteurs. Mais à tel point qu'à un moment donné, il a fallu qu'un grand journal espagnol, en 2018, mette à disposition des Espagnols un courrier électronique pour recevoir des témoignages et créer une base de données. Et c'est à ce moment-là que l'Église espagnole vient de nous dire, vous savez, on a communiqué le nom des 220 prêtres espagnols au Vatican, mais ça s'arrête là, on ne connaît pas le nombre des victimes. Et c'est toujours comme ça aujourd'hui. Et voilà, c'est toujours comme ça aujourd'hui. L'Église espagnole se cache derrière le fait qu'elle suive les règles fixées par le Vatican et qu'elle a créé un protocole d'actuation et un bureau des plaintes. Mais ça s'arrête là. Donc oui, la France est un exemple aujourd'hui pour des pays comme l'Espagne, pour l'Église espagnole. Martina, en Allemagne aussi, l'Église a été secouée souvent par des scandales de pédophilie. Il y a eu des rapports chez vous, mais pas de la même ampleur, c'est ça? Il y a eu des rapports, il y a eu des commissions, il y a eu depuis 2010. C'est un sujet, l'abus sexuel, c'est un sujet de l'Église catholique. Et 11 ans plus tard, il y a eu des scandales et tout, mais il n'y a pas eu beaucoup de mesures. Il y a eu quelques mesures, il n'y a pas eu grand-chose. C'est un peu presque comme en Espagne. On dit toujours, bon, l'année prochaine ou la prochaine fois, on observe les choses. Il y a eu... Donc vous dites chapeau la France, chapeau l'Église française, du coup? Oui, bien sûr, c'est un exemple. Alberto, vu d'Italie? Oui, chapeau l'Église française. C'était une démonstration tardive de courage, mais quand même une démonstration de détermination et de courage. L'Église italienne, qu'est-ce qu'on pense de l'Église italienne? Et c'est le Vatican. Le Vatican est quelque part dans la péninsule italienne et le Vatican a, à travers son porte-parole, approuvé cette commission et soutenu son travail. De l'autre côté, l'Église italienne, comme conférence épiscopale italienne, a été beaucoup plus prudente. Et je crois que
comme l'a écrit le quotidien La Repubblica, il serait bien opportun que l'Église italienne prenne d'exemple de l'Église française et fasse la même chose. Mais est-ce que je peux demander une chose à ma Bien copine sûr. Martine, hein? Oui, au contraire, on est là pour ça. Les protestants en Allemagne ont le même problème. Hein? Très bonne question, Alberto. Parce que le résultat dans l'Église catholique, c'est que déjà 220 000 personnes fidèles ont quitté l'Église en 2020, plus de 270 000 l'année d'avant, et c'est exactement la même chose chez les protestants, parce que eux aussi, ils ont un problème peut-être même plus grave que l'Église catholique, parce qu'ils ont le problème d'être organisés de façon encore plus fédérale, et ils n'ont pas un pape qui peut dire quelque chose et on fait quelque chose, et donc pour eux, ils attendent un rapport pour 2023. Pas tout de suite, effectivement. Alors, depuis 48 heures ici en France, il y a un débat autour de la confession. Faut-il ou non lever le secret de la confession ? Les secrets ne doivent pas être dévoilés. Pour moi, je trouve que c'est important. C'est comme le secret de l'instruction, c'est la même chose. Dans la justice, c'est la même chose. Je suppose qu'on peut à la fois préserver le secret de la confession en même temps, si une vie est en danger, si une personne est en danger. Si effectivement il y a une question de crime, là c'est aux canonistes de trouver un moyen de sauver des vies en fait. Voilà, parole de paroissien. Le sujet est devenu politique puisque le porte-parole du gouvernement français a répondu hier au président de la conférence de France des évêques, qui sera d'ailleurs reçu la semaine prochaine par le ministre de l'Intérieur. Il n'y a rien de plus fort que les lois de la République dans notre pays. Ça tient en une phrase et c'est très clair. Thor, ça vous a choqué cette histoire de confession au-dessus des lois de la République, vous le Danois ? Oui, complètement. Là, ça fait 6 ans que j'habite en France et vous parle de la laïcité tout le temps. Donc le fait que ces mots peuvent sortir de la bouche de cet évêque m'a choqué. Ça m'a choqué aussi de lire les témoignages de tous ces gens-là. J'ai écrit un rapport cette semaine et j'ai lu le mot de ces gens qui sont extrêmement courageuses. Vraiment chapeau, il faut donner un chapeau à quelqu'un là, il faut donner un chapeau à ces victimes qui ont parlé. Ces victimes là qui ont parlé, parce que c'est vraiment c'est pas facile de faire ça. Donc mais oui, c'est vrai, ça m'a choqué parce que imaginons que c'est les musulmans qui vous disent non, en fait nos règles sont plus importantes que les règles de la République. Il y aurait eu un tollé. Voilà, je peux pas imaginer ça. Alberto, pour vous, la levée du secret de la confession, c'est pas la solution ? Non, c'est pas la solution dans le sens que le prêtre, pendant une confession, ne connaît pas l'identité, au moins théoriquement, de celui qui lui parle. Donc là, il faudrait faire en sorte que cette personne révèle son identité et le prêtre puisse aller chez le procureur de la République dire il y a un problème. A fait ça, oui. Je crois que le rôle, tout d'abord, la levée du secret de la confession, c'est une chose parfaitement logique. Mais encore, je répète, c'est pas la solution parce qu'il faut qu'il y ait une dynamique qui pousse l'intéressé, la victime, à porter plainte. Alors il faut faire quoi ? Et donc il faut que le prêtre, moi ça fait un certain temps que je ne vais pas me confesser, mais je peux le faire ce soir devant vous. Allez-y, je vous en prie. J'aurai beaucoup de péchés, ça irait longtemps. Mais je crois que le prêtre peut demander et encourager et pousser la personne qui va lui révéler ses secrets à aller chez la personne titulaire de la gestion des lois de la République. Ça passe par là, forcément. Les lois de la République sont au-dessus. Les lois de la République il n'y a pas débat. sont évidemment au-dessus de toute autre règle et loi. Mais je crois que l'Église elle-même, l'Église ne dit pas qu'il ne faut pas respecter les lois de la République. Oui, ça a été discuté d'ailleurs à Rome cette semaine. Et... Je crois que la phrase du porte-parole du gouvernement, là, est une phrase qui dit tout et rien. Évidemment, les lois de la République sont au-dessus de toute autre loi, règle et tout ce qu'on veut. C'est une énorme maladresse du président de la conférence épiscopale qui aurait D'ailleurs, pu il a un peu dire autre chose complètement. Mais là, il n'a pas su. Il s'est fait, entre guillemets, piéger. Mais la réalité, c'est qu'il est allé au-delà. Je veux croire qu'il est allé au-delà de sa pensée réelle là-dessus. Mais bon, c'est pour ça que le ministre de l'Intérieur va le rappeler à l'ordre. C'est normal, Martina, qu'il soit convoqué chez le ministre de l'Intérieur la semaine prochaine, ou en tout cas que le politique, le gouvernement se mêle de ça? C'est très bien qu'il y ait un débat.
Parce que je crois que le sujet mérite débat. Parce que le problème, c'est aussi ce que disait Alberto, c'est un peu ce que dit l'Église. Et aussi, ils disent que c'est le secret, comme le secret médical, c'est un secret, il faut laisser ça, et puis laisser à l'appréciation du prêtre d'aider. Mais le fait est que ces prêtres et d'autres gens dans la hiérarchie, ils n'ont pas aidé les victimes. Ils n'ont rien fait. Ils ont plutôt caché ce qui s'est passé, essayé de même détruire des documents qui étaient là en ce qui concerne l'Allemagne. Donc, ça veut dire que c'est en tout cas un sujet qui mérite débat. Excuse-moi, Martine, je ne me suis pas expliqué. Dans le cas du secret médical, le médecin connaît l'identité de la personne qu'il est en train de soigner. Oui, dans le cas de la confession, le prêtre ne connaît pas l'identité. Donc, le prêtre, il peut aller dire au procureur de la République, il y a un monsieur qui m'a dit qu'il a été victime ou qu'il a été... Mais forcément... Le processus judiciaire doit passer par le fait que le prêtre doit convaincre la personne qui lui parle d'aller, la victime, d'aller, chez l'institution de la magistrature qui est chargée ensuite d'ouvrir une enquête. Je crois que... Puis, moi, je n'ai pas dit que je suis pour les secrets. D'accord. Donc, bien sûr, on est d'accord qu'après, c'est le tribunal de l'État, la démocratie qui va trancher. 19h28 sur RTL, vous restez avec nous. Toute petite pause, dans un instant, tout autre chose. On va parler des prix de l'essence et si on baissait les taxes. À tout de suite sur RTL. RTL. Sie erfinden Frankreich neu. Ils refont la France. With Amandine. Jusqu'à 20h. Ils refont la France sur RTL. Amandine Bégaud. Deuxième partie d'Ils refont la France et avec nous ce soir Martina Zimmermann, Alberto Toscano, Juan José Dorado et Thor Keller. On parle donc prix de l'essence. Die Polemik der Woche. La polémique de la semaine. La TVA aujourd'hui elle est à 20% sur l'essence. Je propose qu'on puisse la passer à 5,5%. Et c'était cette semaine sur RTL, Anne Hidalgo, désormais candidate à la présidentielle, qui propose donc de ramener à 5,5% la TVA sur les carburants. Baisse des taxes, c'est aussi ce que propose Marine Le Pen, elle, sur les énergies en général. C'est une bonne idée, ça, Martina ? C'est la campagne électorale qui a commencé. Tout le monde promet des choses et propose des choses pour moins cher. Vu d'Allemagne, c'est pas une bonne chose parce qu'en Allemagne, on pense plutôt si on veut atteindre les objectifs de lutte contre le réchauffement climatique, les prix de l'essence vont encore augmenter. Et augmenter, pour vous dire, jusqu'à 2,50 € le litre. Ah oui. De super, dans les années prochaines. Vous me disiez, c'est quand même très français, dès que les prix augmentent. C'est très français. Je sais ce que j'ai pensé, c'est typiquement français de râler et de demander à l'État de payer la note, et sans penser que finalement, c'est le contribuable aussi qui doit payer. Juan José, vous approuvez ça ? Ben écoutez, moi je dis pas non plus, je dis pas non à cette mesure parce que il faut juste se rappeler quand même. Vous avez eu un mouvement qui s'appelle Gilets jaunes à cause des taxes sur l'essence. C'est parti de là. Donc, et quand on taxe l'essence, vous risquez de revoir un mouvement Gilets jaunes ou autre couleur arriver. Et juste avant les Gilets jaunes, vous aviez aussi les bonnets rouges. Ça aussi, c'était lié à la voiture. Voilà, lié à la voiture et au péage. Donc, pour vous dire que je peux comprendre la mesure dans l'essence où effectivement les taxes sur l'essence sont énormes. En Espagne, c'est autour des 52% sur un litre d'essence des taxes, ce qui est quand même énorme. En France, c'est grosso modo, je pense. En Allemagne, 64. Mais peut-être qu'en Allemagne, on est prêt à l'accepter. Mais vous savez qu'en France, dans les villes, effectivement, il y a des transports en commun qui sont très performants. Mais pas partout. Sortez de Paris et d'Île-de-France. Vous allez voir comment les seules possibilités de se déplacer, c'est la voiture. Donc, rajouter des taxes sur les taxes ou augmenter les prix de l'essence, c'est une très mauvaise idée. Je me suis amusée justement à regarder les prix de l'essence en Europe et alors j'ai découvert que le Danemark, Thor, était l'un des pays où l'essence est la plus chère. On est à 1,722 € pour le sans-plomb, 1,610 € en France. Le diesel en revanche c'est un tout petit peu moins cher chez vous, 1,506 € contre 1,530 € ici en France. Ce sont des moyennes et les prix du début de la semaine. Le pays encore plus cher, Pays-Bas, 1,872 € pour le sans-plomb. C'est pas un problème ça pour les Danois, Thor ? Non, parce qu'on est riche. Contrairement à nous, c'est ça. Dit comme ça, effectivement. Non, c'est généreux peut-être. Et généreux. C'est une blague, mais en fait... Pas complètement. Pas complètement, parce que
La différence entre la France et le Danemark, c'est que le Danemark, c'est un petit pays. On n'a pas besoin de faire énormément de voitures. On peut faire plein de choses en vélo. Moi, j'ai grandi en vélo. Moi, je n'ai même pas mon permis. Ah, vous n'avez pas votre permis. Vous avez quel âge? Moi, sans indiscrétion? 37. Donc, on n'a pas besoin. Au Danemark, on n'a pas besoin. Donc, même si c'est cher, c'est pas grave. C'est pas si grave parce qu'on va faire 35 minutes de route peut-être. On va pas faire 2 heures. Donc là, je vois qu'il y a une différence énorme avec la France. Et moi, j'ai visité des parties ruraux de la France. Et là, je vois comment c'est nécessaire. On peut pas vivre sans voiture. Donc, on peut pas complètement mettre les deux pays dans la même. C'est pas la même situation. Alberto, vous dites les prix des énergies, ça devrait être encore plus cher. Vous n'allez pas vous faire avec des copains. Moi, je dis qu'il faut économiser l'énergie, qu'elle soit pour les voitures, qu'elle soit pour l'électricité, le gaz, tout ça. Il faut l'économiser. Ça doit être cher donc, du coup? Donc il faut que l'opinion publique comprenne que la période de gaspillage énergétique est finie. C'est clair et net. C'est compliqué pour des gens qui ont du mal à la fin du mois et qui effectivement sont obligés de prendre leur voiture. Ils sont obligés de prendre leur voiture et ces personnes-là, je les comprends parfaitement. Ceci dit, si on va au-delà de certains cas spécifiques et de certains exemples poussés un peu à la démagogie, on est obligé, on vit dans une société où on gaspille l'énergie. On gaspille l'électricité et on gaspille aussi l'essence, parce que parfois, on n'est pas obligé de prendre la voiture et on la prend quand même. Et le premier qui faisait ça, c'était moi. Moi, je dis... Et depuis que vous êtes en France, vous avez changé ou non? Non. J'ai commencé à changer depuis quelques ans, à part qu'aujourd'hui, je n'ai plus de voiture. Mais déjà, la dernière période où j'avais la voiture, j'étais un peu plus sage qu'avant. Parce que l'opinion publique doit comprendre qu'on est dans l'époque des économies d'énergie. Et la fin du gaspillage est indispensable. Ben moi, j'ai un truc à dire qui est un peu... Je ne suis pas sûr que ça va être populaire, mais il y a des parties de la France qui m'a fait penser à les États-Unis. Il y a des grands centres commerciaux qui ne sont pas dans le centre de la ville et tout le monde arrive en voiture. Donc, pour moi, pour un pays comme la France qui n'aime pas toujours être comparé avec les États-Unis, bah, ça m'a quand même frappé que vous avez organisé vos villes comme ça, où c'est complètement nécessaire d'arriver. Et les centres-villes, des petites communes ont été désertées par les commerces. Oui, c'est quelque chose dont on parle souvent. Et ça, c'est les parties les plus charmantes en France. C'est les centres-villes, c'est les petits commerces, c'est le fait qu'on a dans une petite ville 3 options pour acheter ses fromages. Martina? Et puis, il n'y a pas que les taxes qui font que ça devient plus cher. Il y a aussi la production sur place. Bien sûr, la hausse des prix des cours. Par exemple, Aïda, le hurricane qui a empêché la production. Il y a plusieurs raisons. C'est pas les taxes. Mais c'est vrai que si on enlevait les taxes, ce serait forcément moins cher. Après, il y a aussi une chose, c'est que probablement des moteurs qu'on a actuellement en diesel essence, dans quelques années, il n'y aura plus ça. C'est-à-dire, l'idée aussi, c'est de pousser les gens à des modes de consommation plus écologiques et moins gaspillage. Oui, je suis un peu surpris d'écouter Alberto qui parle d'une façon, on dirait qu'il ne vient pas d'un pays où la voiture est reine. Mais reine, vraiment. Alors celui qui ne connaît pas Rome, il a de la chance, entre guillemets, parce qu'il n'a pas circulé à Rome. La voiture est reine, mais moi je suis républicain. Mais c'était avant Florence, par exemple, je crois, c'est immense zone piétonnière. Il y a plein de villes en Italie qui maintenant sont zone piétonne et on laisse la voiture dehors. Ça existe même pas encore ni en Allemagne ni en France. Non, mais c'est vrai ce que dit notre collègue, qu'effectivement, on a construit des centres commerciaux où il faut aller en voiture parce qu'il n'y a pas une autre façon d'aller là-bas. Donc, je veux bien qu'on dise tout ça, mais c'est de l'hypocrisie. Quand vous voyez le gouvernement espagnol, il met 22 milliards d'euros par an au trésor public avec les taxes sur l'essence, équivalent en France. Donc, comment on remplace justement cette rentrée d'argent parce que moins d'essence vendue, résultat, moins d'argent qui rentre dans les caisses. Un tout dernier moteur et après on change de sujet. Oui, juste pour dire que tous les économistes nous disent de taxer les choses qu'on veut avoir supprimées ou avoir moins et pas taxer les choses qu'on a envie de progresser. Donc
C'est clair. Allez, petite pause dans un instant. Je vous propose de passer à table, si vous le voulez bien. La France est-elle toujours la capitale mondiale de la gastronomie? Manger des tripes sensibles, c'est aller à Dieppe savoir la mer. Ah oui, mais ça me... Les bulles? Oui. Ah bah c'est de la biscotte. Ah bon? Ah bah oui, ça donne des bulles. Dites donc, garçon, est-ce que le chou farci est à température? Mais vous n'allez pas manger des choux farcis après des tripes. Remaking France. Mit Amandine Bégaud. Faire. Amandine Bégaud. Good evening. Ils refont la France sur RTL. Troisième partie d'Ils refont la France. Et avec nous toujours ce soir, Juan José Dorado, Alberto Toscano, Martina Zimmermann et Thor Keller. On passe à table donc. La parola. Le mot De la settimana. de la semaine. On aurait pu dire le mot de la semaine prochaine, puisque c'est lundi que débute ici en France la semaine du goût. Alors, la France est-elle toujours capitale mondiale de la gastronomie? Vous me dites oui, j'espère, Alberto, non? Non, ça mais vous fait rire en plus, non mais oh, un peu de respect quand même. Qu'est-ce que vous entendez pour capitale mondiale de la gastronomie? Si c'est une question de communication, oui. Si c'est une question de guide Michelin, de guide les plus prestigieux du monde, oui. Si la question est capitale mondiale, où on mange mieux, avec le meilleur rapport qualité-prix, la réponse est non. Et c'est où? L'Italie? C'est certainement pas en France, peut-être au Danemark. Dans une trattoria italienne, avec 25 €, vous mangez certainement beaucoup mieux que pour 25 € à Paris. Et en plus, à Paris est une ville où, moyennement, on mange pas bien. Disons la vérité. Ailleurs en France, pour 25 €, on peut manger pas trop mal quand même. Si. Disons, si capitale mondiale, c'est ce que vous mangez à table, la personne normale, un dîner normal, je pense qu'ailleurs on mange mieux qu'en France, en Espagne sans doute, en Italie sans doute. Juan José? Je suis tout à fait d'accord avec le pizzaiolo des services aujourd'hui, avec Alberto Toscano. Je suis tout à fait d'accord. Moi, je suis le roi de la tortilla de patates, le mêlé des pommes de terre. Non, mais c'est vrai que j'ai l'impression que la France regarde, elle regarde son nombril. Oui. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, les meilleurs cuisiniers sont ailleurs. Donc, on parlera des Danois. On va parler des j'ai Danois, regardé numéro 1, le dernier classement des meilleurs restaurants qui est sorti, et sur les 50 meilleurs restaurants, il y a 5 Espagnols. Et le premier, et parmi les 4 premiers, il y en a 2. Mais quand vous regardez, le premier français, il n'arrive qu'à 23e, c'est l'arpège. Pour vous dire que quand les autres chefs cuisiniers élisent le meilleur restaurant, force est de constater que la France, depuis un certain nombre d'années, ce n'est pas parce qu'elle a gagné le Bocuse d'Or cette année, commence à décrocher. Donc, et elle est à l'origine de la gastronomie, si vous voulez, mais c'est vrai que les autres chefs cuisiniers ont pris leur indépendance de la France et font certainement mieux qu'aujourd'hui en France. Le premier des premiers, c'est donc un restaurant danois. Le Noma, c'est pas la première fois d'ailleurs qu'il arrive meilleur restaurant du monde. Thor, vous l'expliquez comment? C'est quoi votre recette? Je suis pas sûr que c'est une recette danoise. En fait, je pense que c'est une recette de cet chef, Monsieur René Redzepi. C'est un personne qui a une imagination énorme. Et je pense que c'est plutôt lui qui a construit cet restaurant que le Danemark. Pour moi, le Danemark et la cuisine danoise, c'est la cuisine de ma grand-mère. C'est des pommes de terre, c'est steak haché avec une sauce brune, un peu dégueulasse, on peut même dire. Il est en train de descendre. Donc la cuisine danoise, en fait, pas terrible du tout. Vous préférez la cuisine française? Non, c'est bon. Ça, c'est la cuisine traditionnelle du Danemark. Et moi, je trouve pas beaucoup de ça dans ce qu'ils font ces restaurateurs fameux danois. Mais c'est vrai que ce qu'ils font, c'est magnifique. Le seul problème, c'est que même si on est riche, comme je l'ai décrit avant, moi, je suis pas assez riche pour manger là. Ça fait 650 € pour manger avec les vins et tout ça. Donc, pour moi, c'est mon loyer. Je peux pas me payer ça. Et moi, ce que j'aime bien en France, c'est que on peut accéder. On peut aller manger, même si on n'est pas riche, même si on n'est pas du tout riche, on peut aller au restaurant. Et moi, je trouve cette partie de la culture française magnifique. Le fait que les gens peuvent aller manger dans un resto, sortir de chez eux et rencontrer les autres gens, je trouve ça magnifique. Et ça, c'est pas nécessairement possible dans ce sort de resto 3 étoiles au Danemark. Ça reste encore important de manger en France, Martina. On a perdu notre place, nous les Français ?
Alors moi, je vais être la seule pour défendre la France et la gastronomie française, je crois. Parce que effectivement, si on parle des prix, on peut manger moins cher et meilleur ou aussi bien dans d'autres pays. Ça, c'est sûr. Mais par contre, je dirais avec Guy Savoy, les autres cuisiniers dans le monde entier, ils ont appris de la France et en France ou de la France, comment faire la cuisine. Et ça, c'est, je pense, incontestable. Il suffit d'aller à Lyon, à l'Institut Paul Bocuse. J'étais une fois faire un reportage et voir tous ces jeunes gens-là, les élèves du monde entier. Ils viennent du monde entier se former en France. L'art culinaire et l'art de table français. Après, ils vont s'inspirer de ça pour faire leurs propres recettes. Après, je voulais dire un truc pour tort, parce que le prix, c'est une chose, mais 650 €, moi je pense que la haute gastronomie qu'on appelle, c'est un peu comme l'art. Donc, c'est-à-dire, effectivement, il y en a, on est très peu nombreux à pouvoir payer ça. Mais c'est comme quand on va au musée pour regarder une belle œuvre. Donc ça, c'est vrai que ça, malheureusement, il faut aller regarder la télé si on n'a pas les moyens ou si on n'est pas invité ou quelque chose comme ça. Ouais, mais ce que j'aime bien en France, c'est qu'on peut aller à Louvre et voir les expos, l'art comme ça, l'art magnifique, et ça coûte pas cher. Et je pense que c'est un peu pareil pour les restaurants. On peut aller manger des excellentes choses, c'est pas peut-être l'autre gastronomie. Je suis d'accord que c'est l'art, c'est autre chose. C'est pas manger, c'est vivre. Et ça, c'est différent. Je voulais juste vous faire réagir sur une chose. Cette semaine, sur RTL, on a fait un reportage sur du vin en canette. Oui, au pays du vin, ici, on peut faire du vin en canette. Un autre sur un distributeur de choucroute à Strasbourg. Yannick Collant, vous avez testé pour nous la fameuse choucroute. Oui, choucroute, ou si vous préférez, foie gras ou encore minster. C'est un petit condensé de la gastronomie alsacienne. C'est dans un distributeur en gare de Strasbourg. Alberto, vous vous dites, mais ils sont fous, ces Français, là? Bon, ils sont fous. Le vin en canette, la choucroute, tout est possible, à la condition que ça soit bon. Et la chose qui me fait réfléchir et qui me fait qui m'amène à donner un jugement négatif de tout ça, est que ça donne la sensation de l'industrialisation de la nourriture et d'une perte de qualité et d'une homologation d'une nourriture vers le bas et pas vers la qualité, vers le respect du terroir, le respect des règles. Et c'est ça qui me fait la nourriture. La bonne nourriture est en rapport avec le terroir. Juan José, la paella en boîte, ça serait... Ça, c'est le nord, l'étoile polaire de tout discours par rapport à la nourriture et le rapport avec le terroir. Oui. On peut manger la paella sous vide, on peut manger aussi la pomme de terre, enfin l'omelette de pomme de terre sous vide, mais ça n'est pas, effectivement, ça n'a pas du tout la même saveur. Mais de toute façon, je suis plus déjà surpris. Je vais beaucoup en Normandie, et dans tous les villages en Normandie, vous avez un distributeur de pizzas. Ah oui, ou de baguettes. Des baguettes, mais là, ça, des baguettes, je peux encore comprendre. Mais là, quand je vois fleurir depuis 1 an, 2 ans, des distributeurs de pizzas partout. Et je me souviens, vous faites référence à cette histoire de vin en canette, mais il y a quelques années, quand on a dit qu'il fallait mettre le vin dans des bouteilles, mais pas avec un bouchon. Ah oui, avec des bouchons en plastique. Mais voilà, juste pour ouvrir, parce que c'était beaucoup plus simple pour qu'on devise, voilà, pour les Américains. On a fait aussi tout un scandale, mais on a vu qu'effectivement, c'est peut-être la solution si on veut trouver des débouchés pour le vin français. Et en Israël, il y a même quelqu'un qui transforme l'eau en vin. 19h50, petite pause dans un instant. L'idée qu'on pourrait leur piquer avec ce soir une solution pour arrêter ça. Ils refont la France. Jusqu'à 20h. Ils refont la France sur RTL. Amandine Bégaud. Suite d'Ils refont la France, et Arthur Asquin nous a rejoint. Bonsoir Arthur. Bonsoir Amandine. La idée qu'on pourrait leur piquer. Que podríamos copiarles. Chaque semaine, et oui, on apprend plein de langues, hein, vous êtes reconnu, Juan José. Chaque semaine, Arthur, vous nous présentez donc 2 idées, 2 initiatives trouvées à l'étranger et qu'on pourrait, ou pas, d'ailleurs, décliner ici en France. On commence avec... Sympa. Ça, c'est ce qu'on peut entendre en permanence dans les mégalopoles indiennes. Vous n'avez pas monté le son, hein, c'est comme ça. Oui, non, j'ai pas. C'est exactement comme ça. Donc, c'est les mégalopoles, c'est les plus bruyantes du monde en Inde. Et le ministre indien des Transports, comme beaucoup de ses concitoyens, il n'en peut plus. Alors, il réfléchit à une loi pour remplacer ce son insupportable des klaxons de tous les véhicules par des sons d'instruments de musique, comme la flûte.
c'est sympa. Il a pensé aussi au violon. Ou encore à des percussions et de l'harmonica. Bon, ça peut être sympa, mais bon, ça peut aussi risquer. Ça peut vite donner mal à la tête à Amandine. Je vous ai fait un petit mix avec les trois mélangés. C'est très sympa. Bon, ceci dit, le ministre, il a raison de se préoccuper de la pollution sonore. Comme le rappelle souvent l'OMS, elle peut entraîner une perte auditive, non seulement, mais aussi des problèmes cardiovasculaires, des troubles cognitifs, du stress et de la dépression. Deuxième idée qu'on pourrait ou pas piquer à l'étranger avec Singapour. Et oui, la cité-État teste depuis le mois dernier des robots dernier cri. Leur mission, réprimander les comportements sociaux indésirables. Voilà, ces grosses boîtes métalliques sur 4 roues sont armées de 7 caméras. Elles détectent si quelqu'un fume en dehors d'une zone autorisée ou gare mal son vélo. Le plus gros du boulot en ces temps de Covid, c'est de gronder les habitants qui ne respectent pas la distanciation sociale. Mais même à Singapour, où la population est déjà habituée à une forme de surveillance généralisée, ces nouveaux Robocop passent mal. Des militants estiment qu'il s'agit d'une nouvelle entorse au droit à la vie privée et ils s'inquiètent surtout du manque de contrôle sur la gestion des données. Bon, entre les instruments de musique qui remplacent les klaxons et les robots qui nous réprimandent, vous choisissez quoi, Martina ? Pas les robots. Et surtout, quand j'imagine ça en France, ça va être vraiment... ils vont être... Ils seraient débordés. Tués. Ils vont être débordés, mais ils vont être tués. Et par contre, l'idée des klaxons, je trouve ça plutôt cool. On pourrait mettre... on pourrait mettre ça en France. De l'accordéon à la place du klaxon. Et ça détendra peut-être l'atmosphère, et notamment à Paris. Ça fait moins râler. Vous savez où on klaxonne le plus en Europe ? C'est en Espagne, Juan José. Oui, mais l'Italie est juste derrière. Hein. Oui, mais non, la musique, ça vous a pas plu ? Non, je trouve qu'il y a des ministres qui savent pas quoi faire. Et puis l'autre histoire des robots délateurs, sincèrement. Piquez pas leur idée. Moi, j'aimerais bien que si chaque personne avait le droit de choisir son propre son pour expliquer vous un peu leur personnalité. Moi, je saxophone. Le saxophone, c'est pas mal. C'est pas très danois, ça. Non. Bon. Alberto ? Non, d'accord, pour le son, à la place des klaxons, un beau concert à la place de ce que j'écoute du matin au soir sous mes fenêtres. Oui, on klaxonne trop en France. Oui, on klaxonne trop partout parce que les êtres humains sont devenus du mufle, malheureusement. Et ça, il n'y a pas de frontière pour ça. Heureusement que les hommes à cette table sont des hommes déconstruits. Oh non, on ne prendrait pas. Autre débat. Merci infiniment en tout cas à tous les quatre. Thor et Martina, c'était votre première fois dans Ils refont la France. Vous revenez quand vous voulez. Alberto et Juan José aussi, bien sûr. Vous restez avec nous sur RTL. Dans un tout petit instant, le rappel des principaux titres de l'actualité. Ce sera avec Sébastien Krebs et puis bien sûr toute l'équipe d'RTL Foot. À tout de suite sur RTL.